Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans Le Socle. Le Socle, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un tout nouveau podcast où on va tout simplement parler foot, joueurs, championnats, matchs et ainsi de suite. On va débattre, analyser les matchs et par la même occasion vous faire partager notre passion pour ce sport incroyable qu'est le foot. Je dis on, parce qu'évidemment je ne serai pas toute seule dans ce podcast. Donc déjà moi c'est Daniela, je suis l'animatrice du Socle. Avec moi mes deux compagnons de jeu, Michael d'un côté. Michael, ça va? Salut Daniela, salut les auditeurs, salut notre troisième compagnon de jeu. Content d'être là, hâte de commencer et j'espère que ce podcast, plaira à tout le monde. Ok, nickel. Et de l'autre côté, on a Constantin. Ça va? Bonjour Daniela, bonjour Mickaël, bonjour à tous ceux qui nous écoutent, merci à eux. Bienvenue au Socle. Et comme le dit Mickaël, j'espère que ça vous plaira et que tout se passera bien. Merci. En tout cas, n'hésitez pas à laisser des commentaires sous la vidéo, on est preneurs. Donc voilà. Les gars, on va commencer. Ce que je vous propose aujourd'hui, donc pour cette première émission, c'est de parler de la Coupe du Monde. C'est le sujet chaud de ces prochaines semaines. On va faire un peu le tour de cet événement ensemble. On va parler de nos favoris, de l'équipe de France et des différentes nations qui vont participer à cette compétition. Mais juste avant d'aborder tous ces thèmes, je tenais quand même à ce qu'on parle un peu de ce que représente cet événement, la Coupe du Monde au Qatar. Parce que ces dernières semaines, quand même, il y a eu beaucoup de polémiques concernant les droits de l'homme, concernant le désastre écologique que pourrait représenter cette compétition et les nombreux boycotts qu'il y a eu par la suite. Donc la question que j'aimerais vous poser, c'est ce que vous pensez personnellement de cette Coupe du Monde. Est-ce que c'est vraiment la Coupe du Monde de la honte comme on l'entend depuis quelques semaines aujourd'hui? Constantin, vas-y, je t'écoute. Dans un premier temps, pour répondre à ta question, je vais différencier deux aspects, l'aspect sportif et l'aspect tout ce qui touche autour de l'attribution de la Coupe du Monde, tout ce qui touche autour de la construction, des morts qu'il y a pu y avoir dans la construction de ces stades-là pour cette Coupe du Monde. Donc et pour répondre à ta question, concrètement, je vais dire oui, Coupe du Monde de la honte. Par rapport à l'attribution, même si je suis de ceux qui pensent que le football n'appartient à personne, ça appartient ni aux Occidentaux, ni à l'Afrique, ni au Moyen-Orient. C'est juste avec du papier et un scotch, on fait un ballon. Donc le football n'appartient vraiment à personne. En soi même, le Qatar a le droit d'organiser cette Coupe du Monde. En plus de ça, ils ont gagné le droit. Après, les moyens... Bon, c'est pas vraiment ce qui s'est passé, mais ils ont gagné le droit d'organiser cette Coupe du Monde. Mais il y a des choses qui se sont passées, qui sont assez bizarres. Donc c'est pour ça que je dis oui, Coupe du Monde de la honte. D'accord. Ok, et donc tu parlais du côté sportif. C'est vrai, le côté sportif, c'est pour moi c'est très intéressant. Vraiment, j'ai hâte qu'elle commence cette Coupe du Monde parce que j'ai plein de questions. Est-ce que ce serait une Coupe du Monde du jeu? Est-ce que ce serait une Coupe du Monde tactique? Quitte du physique des joueurs qu'on voit, il y a beaucoup de joueurs qui sont arrivés blessés. Des sélectionneurs qui n'ont pas eu, pour la plupart des sélectionneurs, ils n'ont pas eu le temps de travailler ce qu'ils ont l'habitude de travailler quand ils ont les joueurs en sélection, parce qu'ils sont arrivés très tard, les joueurs, une semaine avant le début de la Coupe du Monde, pour la plupart des sélections. Donc oui, il y a cette excitation derrière par rapport à la période de cette Coupe du Monde, c'est-à-dire en novembre-décembre. Donc ouais, j'ai hâte de ce côté-là. Ok, très bien. Mickaël, tu veux rebondir sur ce que Constantin vient de dire? Mais bien évidemment, non, j'écoutais tout ce qu'il disait. Dans l'ensemble, je suis plutôt d'accord avec lui. Après, moi, pour tout vous dire, j'ai vraiment un sentiment mitigé, dans le sens que je pense que c'est une Coupe du Monde de la honte, dans un premier temps, suite à toutes les polémiques qu'il y a eu, on sait, au niveau écologique, au niveau des travailleurs, etc. Donc, de ce côté-là, humainement, on ne peut que se dire que c'est une Coupe du Monde de la honte. Mais en même temps, je trouve ça assez hypocrite de
de le dire aujourd'hui, dans le sens où ça fait plus de 10 ans qu'elle a été attribuée, que entre-temps, il n'y a pas eu de soucis, il n'y a pas eu spécialement de polémique, il n'y a pas eu spécialement de propagande contre justement le fait qu'elle se déroule au Qatar. C'est vrai, excuse-moi de te couper, c'est vrai que ça a dérangé personne au moment de l'attribution. En tout cas, Oui, pas autant de monde que ça a l'air de déranger aujourd'hui. Plus ou moins dans le sens où on sait que, du moins on suppose que si c'est attribué au Qatar avec les liens, avec il y a sûrement eu des magouilles, on va dire ça comme ça. Mais sinon, il n'y a pas plus eu de polémique que ça. Ça a passé comme une lettre à la poste, on va dire. Mais de côté humain, comme j'ai dit, bien évidemment, on peut dire que c'est une Coupe du Monde de la honte, mais en même temps, c'est un événement international. Tout le monde l'attend. Il y a des joueurs qui vont jouer leur dernière compétition, comme CR7, comme Messi, pour ne citer que. Donc, à partir de ce moment-là, je ne peux être qu'excité de voir ce que cette Coupe du Monde va donner. Donc, c'est pour ça que je suis un peu mitigé. Coupe du Monde de la honte, oui, mais en même temps, j'ai tellement envie de la voir que, pour moi, étant passionné de football, honnêtement, tout ce qui se passe du côté politique, je le mets de côté et j'essaye de rester sur ce qui se passe sur le terrain. T'as tellement envie de la voir ou c'est parce que t'en peux plus des films de Noël qui vont commencer Ouais, pas faux. Il y a aussi un peu de ça. Parce que c'est vrai que Maman, j'ai raté l'avion, on l'a vu, on l'a revu, on le connaît par cœur. Mais non, j'ai vraiment envie de la voir parce que comme j'ai dit, il y a beaucoup de joueurs qui vont jouer leur dernière compétition et c'est un événement. On sait qu'ils ont mis le budget pour. Le Qatar, ils ont mis le budget pour justement mettre tout le monde dans les meilleures conditions, qu'ils ont mis le budget pour que ce soit quelque chose de très spectaculaire. Et c'est vraiment excitant. Ça donne vraiment envie de le voir. Je voudrais juste rebondir sur un point. Comme tu disais, oui, le Qatar avec les morts qu'il y a eu, tout ce qui s'est passé. Enfin, personne ne réagissait à l'attribution du Qatar avant ces dernières semaines. Il y a eu quand même une Coupe du Monde en 2018 en Russie. La Russie à cette époque-là, elle prévoyait déjà d'envahir l'Ukraine, ça dérangeait personne. Et au Brésil aussi. Je pense même, si je peux me permettre de te couper, je pense même qu'elle avait déjà envahi la Crimée. Oui, ouais. À ce moment-là. Ouais, exactement. Et il y a eu au Brésil aussi, où il y a eu quand même beaucoup de population qui a été déplacée. Des gens, on connaît le Brésil avec les favelas et tout, et il y a eu beaucoup de monde impacté aussi par cette Coupe du Monde. Donc je pense que une Coupe du Monde, en vrai, il y a toujours des victimes collatérales, si on peut dire. Ah oui, mais je suis d'accord avec toi. Je suis totalement d'accord avec toi. C'est pour ça que j'ai parlé d'hypocrisie. C'est pour ça que j'ai parlé d'hypocrisie. De toute manière, tout événement, que ce soit sportif ou autre, tout grands événements, je parle bien des grands événements, je parle pas de la fête du quartier, je parle de grands événements internationaux, il y aura toujours des dommages collatéraux. Que ce soit de la population, que ce soit les travailleurs, que ce soit les circonstances de l'organisation en eux-mêmes, il y aura toujours des dommages collatéraux. Maintenant, pourquoi je parle d'hypocrisie, c'est parce qu'elle a été attribuée depuis X temps, ça a dérangé personne. Entre guillemets, je dis bien quand je dis personne, c'est entre guillemets. Et comment dirais-je, ça n'a pas dérangé comme ça dérange aujourd'hui. Ça n'a pas fait polémique comme ça fait polémique aujourd'hui. Tu nous cites la Russie, c'est un très bon exemple. Quand elle a été attribuée à la Russie, et on sait tous que on est dans un pays, c'est un peu sous une dictature. Et ça a dérangé personne. Ça a dérangé personne, c'est passé, ça s'est bien passé en plus, tout s'est bien fait. Aujourd'hui, on voit où le pays en est. Certes, c'est pas lié à cette Coupe du Monde-là, mais c'est pour dire que partout où tu vas l'organiser, il y a toujours des problèmes. Mais moi, en tant que passionné du football, et c'est pour ça que moi, je parle en fonction avec mon avis à moi, en tant que passionné, je préfère plus me concentrer sur ce qu'il y a sur le terrain que de regarder dans les coulisses. Je suis d'accord. Tout ce qui se passe sur le côté. Exactement, parce que de toute façon, si tu regardes des organisations, dans toute organisation, on sait très bien que les dessous, il y a des choses pas très claires qui se déroulent. Donc, effectivement, ouais. Juste une petite question par rapport à ce thème. Je rebondis encore sur le côté sportif. Donc là, une Coupe du Monde en novembre, donc en plein milieu du championnat qui a été entamé, de la Ligue des Champions, Ligue Europa. Comme vous disiez tout à l'heure, il y a eu une hécatombe au niveau des sélections par rapport aux blessés. Donc là, ça ressemble de plus en plus à Koh-Lanta.
Donc Mané, Kipembe, Benzema, bon, on en parlera tout à l'heure. Lo Celso, par exemple, un des artisans de la dernière Copa América avec l'Argentine. Bon, je vais pas tous les citer, mais voilà. Donc moi, ma question là, c'est de savoir, est-ce que tous ces blessés, est-ce que ça a une incidence en fait sur la beauté de cette Coupe du Monde? Est-ce que ça peut avoir une incidence sur la beauté de cette Coupe du Monde? Constantin, tu veux? Moi, personnellement, je pense pas. Je pense pas dans le sens où, dans toute grande compétition sportive, il y a toujours des absents. Il y a toujours de grands absents. C'est vrai que pas à ce point-là. Mais il y a toujours des. Ouais, c'est pas négligeable. Il y a bien sûr, des absents, mais t'as quand même les 2 premiers du Ballon d'Or qui seront out pour la compétition. C'est pas rien, quand même. Ça veut dire que tu t'imagines, par exemple, en 2014, Messi et Ronaldo, ils sont pas en Coupe du Monde. C'est pas pareil. Je suis c'est désolé. Pas pareil, si tu regardes au niveau de la carrière du joueur. Des joueurs, exactement. C'est pas pareil. Là, on parle de Messi. On parle quand même de Benzema, qui est dans la discussion pour être l'un des meilleurs joueurs français de l'histoire. Je suis entièrement d'accord avec toi. Il y a rien à dire. Sadio Mané, qui est dans la discussion pour être l'un des meilleurs joueurs sénégalais de l'histoire. C'est quand même pas rien. Est-ce que Elhadji Diouf, il est d'accord avec ton analyse? Oui, mais Elhadji Diouf, qu'il soit d'accord ou qu'il soit pas d'accord, c'est un fait. Mais après, moi, je me consacre, je regarde les faits. Elhadji Diouf, il a jamais ramené la Coupe d'Afrique dans son pays, par exemple. C'est vrai. Elhadji Diouf, il a jamais terminé sur le podium du Ballon d'Or. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Sadio Mané, aujourd'hui, toute proportion gardée, hein, mais à l'échelle du Sénégal, c'est comme si l'Argentine perd Messi. C'est comme si le Brésil, il perd Neymar. C'est comme la France qui perd Benzema aujourd'hui. Parce que Sadio Mané, c'est un potentiel Ballon d'Or. Et être Ballon d'Or aujourd'hui, on sait très bien que c'est pas tout le monde qui peut être Ballon d'Or. Donc, c'est pour ça que je me dis que ouais, la Coupe du Monde sera toujours belle, mais elle sera belle. Pourquoi? Comme je le disais tout à l'heure, on sait pas si ça sera une Coupe du Monde où il y aura du jeu. Je pense qu'en termes au niveau physique, les joueurs vont arriver, la plupart, hormis ceux qui ont des pépins, des blessures, des petits bobos, ils vont tous arriver à un niveau physique à peu près égal. Ouais. Parce qu'ils ont à peu près tous joué le même nombre de matchs, etc. Donc, d'un point de vue physique, je pense que ça sera une belle Coupe du Monde. On aura de l'intensité, on aura de l'impact. Je pense que de ce côté-là, ce serait une belle Coupe du Monde. Je pense aussi. Je pense aussi que ce serait une belle Coupe du Monde, mais ça laisse toujours un petit goût amer. Dans le sens où elle est placée au milieu de la saison, elle coupe la saison en deux, les joueurs, ils ont beaucoup enchaîné, il y a beaucoup de blessures. Franchement, elle sera belle, mais ça laisse un petit goût amer, on va dire. Bah, on peut se dire que les joueurs plus performants ça aurait été peut-être plus beau à voir. Moi, je suis plutôt de cette équipe-là. Bien sûr, mais moi aussi, je suis de ce côté-là, parce que comme je prenais l'exemple du Sénégal, par exemple, tout à l'heure avec Sadio Mané, tu sais pertinemment que là, avec la perte de Sadio Mané, je dis pas que ça y est, la Coupe du Monde, ça sert plus à rien d'y aller, mais tu sais pertinemment que t'enlèves un élément qui est déterminant dans ce que veut proposer le Sénégal. Bien sûr, mais si par exemple tu prends l'exemple de Sadio Mané avec le Sénégal, tu prends l'exemple du Sénégal. Mais je me rappelle de la dernière CAN. Sadio Mané, c'est l'homme de base du Sénégal, mais le Sénégal, ils ont gagné la CAN, pardon, parce que c'était avant tout un collectif. C'était pas un joueur. J'ai pas spécialement vu un joueur sortir du collectif. Mané, il a mis des pénaltys, ce genre de choses. Donc, le Sénégal, leur force, ça a été le collectif. Et j'espère, encore une fois, qu'ils vont, durant cette Coupe du Monde, s'appuyer avant tout sur leur collectif et non se cacher derrière l'absence de Sadio Mané pour justifier d'éventuels mauvais résultats. Non, je suis d'accord avec toi. Après, bon, la CAN, c'est une compétition totalement différente. Mais après, si tu regardes bien le discours de tous les joueurs, ne serait-ce que pour commencer par le joueur qui joue au PSG, Diallo, ou même Koulibaly, même ils ont dit que Sadio, c'est
c'est Sadio, quoi. C'est le leader. C'est très bien qu'il y a des joueurs charismatiques comme ça qui n'ont pas besoin de juste leur présence. Elle peut amener un supplément d'âme à leur équipe. Bien sûr. Tu vois. Et ça peut aussi participer à rassurer l'équipe dans son jeu, enfin un vrai leader, quoi. Voilà, exactement. Et c'est pour ça que je me dis, bon, c'est toujours beau à voir, mais bon, ça laisse toujours un petit goût amer au vu de certains blessés qui ne pourront pas y participer, quoi. Bon, en tout cas, on suivra le parcours de ces équipes qui sont orphelines de leur leader, si on peut dire ça comme ça. Les gars, on va passer au deuxième sujet. On va passer aux favoris, en tout cas à nos favoris de la compétition. Donc, dans les commentaires, n'hésitez pas à donner vos favoris aussi. Hein. Mickaël, tu veux commencer ? Ouais, moi, je veux bien. Concernant les favoris de cette compétition, dans un premier temps, même si, bon, aujourd'hui, avec les derniers événements, mon avis, il aurait pu changer, je mettrais en tête de liste la France, tout simplement parce que ils sont tenants du titre. Que je pense que malgré tout, défensivement, ils seront quand même solides. Parce qu'à partir du moment où, de toute façon, tu joues avec 4 centraux dans l'axe, que ce soit sur les côtés ou dans l'axe, tu dois être solide. Mais simplement parce qu'ils sont le tenant en titre. Ils sont tenants du titre. Donc, je les mets automatiquement dans les favoris. En deuxième place, j'ai mis l'Argentine. L'Argentine qui est sur une série d'invincibilité de, si je me trompe pas, 36 matchs. Ils sont à une victoire, du moins un match d'invincibilité du record. Du record, oui. L'Argentine qui arrive en pleine confiance, qui a Lionel Messi qui joue sa dernière compétition, un Lionel Messi qui a retrouvé ses jambes, un Lionel Messi leader comme il ne l'a jamais été. Et certes, sur le papier, c'est pas la meilleure équipe sur le papier, mais je pense qu'ils ont montré beaucoup de caractère, surtout lors de la dernière Copa América et la suite aussi, parce qu'on aurait pu se dire qu'après la Copa América, ça allait s'effondrer parce qu'ils ont atteint. Ça se serait essoufflé, ouais. Voilà, exactement. Et il s'avère que non, ils arrivent en pleine confiance et avec un Lionel Messi qui est au top, physiquement, dans son football, dans son leadership, etc. Donc, c'est pour ça que je les ai mis en deuxième. Et en troisième, j'ai mis le Brésil. J'ai hésité entre deux équipes qui, pour moi, se valent. J'ai mis le Brésil et le Portugal. Mais je vais parler du Brésil parce que simplement... Qu'est-ce que le Brésil a plus que le Portugal, en tout cas à l'heure actuelle? Ce qu'ils ont plus que le Portugal, c'est Neymar. Pour moi, tout simplement. Ils ont peut-être Cristiano Ronaldo au Portugal, mais Cristiano Ronaldo ne joue jamais. Cristiano Ronaldo est en crise de confiance pour moi. Il joue jamais. Et je pense pas qu'il arrive dans la meilleure des formes pour jouer cette compétition. Et pourtant, le Brésil, j'ai beaucoup d'interrogations concernant cette équipe, hein. Que ce soit au niveau défensif ou même au niveau de la création au milieu du terrain, au niveau des joueurs sur le côté. J'ai beaucoup d'interrogations, mais le Brésil, ça reste le Brésil. C'est l'équipe qui a 5 étoiles. C'est l'équipe qui sort de la meilleure campagne de qualification de son histoire. C'est l'équipe qui a un Neymar qui fait un début de saison de feu. Donc voilà pourquoi j'ai penché sur le Brésil. Et un cran en dessous, en outsider, je mettrais le Portugal. D'accord, très bien. Moi, je rebondis juste sur le Portugal, donc Cristiano Ronaldo. Bon, souvent, on peut voir des joueurs qui sont en méforme en club, mais qui peuvent se dépasser en sélection nationale. Donc, je mettrais peut-être un petit bémol à ce niveau-là. On peut avoir une bonne surprise, entre guillemets. Non, je suis d'accord avec toi, on peut avoir une bonne surprise. Et c'est pour ça que j'enterre pas Cristiano Ronaldo. Mais en l'ayant suivi depuis le début de la saison, je regarde ses matchs, je vois son comportement, je vois ses attitudes, je vois ses déclarations. C'est un joueur, pour moi, j'ai le sentiment d'un joueur, malgré son statut, malgré sa carrière, j'ai un sentiment d'un joueur qui est en pleine crise de confiance. J'ai un sentiment d'un joueur. Après, il a quand même 37 ans. Hein, donc, et justement, et c'est là où j'allais en venir aussi, c'est qu'il a 37 ans. Ça, 38 ans, ça, faut pas l'oublier. Mais Kylian, il a dit, faut pas parler d'âge. Non, faut pas parler d'âge, mais ça reste une compétition internationale, ce qui puisait la Coupe du Monde. C'est un niveau au-dessus que le reste. Et quand tu joues moins
comme il fait depuis le début de saison, l'intensité des matchs, ceci, cela, tout ça, ça peut lui manquer, je pense, à certains moments. Maintenant, ça veut pas dire que je l'enterre parce que Cristiano Ronaldo reste Cristiano Ronaldo. Mhm. Mais c'est juste pour ça que quand je fais le comparatif entre les deux joueurs phares, c'est-à-dire Cristiano Ronaldo et Neymar, et je vois le début de saison à contrario de Neymar, je me dis que je le vois plus apte à porter son équipe. Porter son équipe que Cristiano Ronaldo avec le Portugal, effectivement. Je suis d'accord. Constantin, tu veux, Je suis d'accord avec ce qu'il disait, tout en pareil par rapport aux favoris. Je pense que c'est les mêmes favoris pour à peu près tout le monde. Donc l'équipe de France en premier. Parce tu les as mis dans le même ordre aussi? Non, peut-être pas dans le même ordre, mais son ordre à lui son ordre à Mickaël ne me dérange pas dans le sens où il y a juste une seule phrase que je veux citer: ne jamais sous-estimer le cœur d'un champion. Et Totalement. Juste pour ça, c'est pour ça que je vais laisser l'ordre de l'équipe de France en tant que favori numéro 1, parce que c'est les vainqueurs de la dernière Coupe du Monde en 2018 en Russie. Donc à partir de là, ils ont cette étiquette, ils ont ce statut de favori. Ensuite, l'Argentine, par rapport à Lionel Messi, forcément. Léo Messi. Évidemment. Et je suis très content de pouvoir le dire aujourd'hui parce que j'en ai beaucoup souffert de ce Lionel Messi et depuis tout ce qui monte depuis le début de la saison. Sachez juste que Constantin est supporter du PSG, c'est pour ça. Du PSG ou de Nasser, ça dépend. Oui, ça dépend. Ça dépend des jours. Ça dépend de la taille de l'enveloppe. Non, mais plus sérieusement, oui, effectivement. Donc, Lionel Messi, c'est le début de saison qu'il réalise, il est remarquable. Il est remarquable parce que je faisais partie de ceux qui pensaient pas qu'il était fini, parce que Messi reste Messi et de toute façon, il a plus rien à prouver. Mais par rapport au niveau de lui qu'on a vu la saison dernière et le niveau qu'il a cette saison, c'est le jour et la nuit. Donc dès lors, en plus de ça, en équipe nationale, par contre, il a jamais faibli, il a toujours été constant, il a toujours été bon, il a toujours porté son équipe d'Argentine. Et même quand il n'était pas bon, il avait ce leadership. On lui a découvert un leadership qu'on ne connaissait pas de Lionel Messi. On l'a découvert où? Pas au Barça, pas au PSG, avec l'Argentine, qui était tellement critiqué en Argentine dès lors où il a pris la Copa América. Parfois même à tort, hein. C'est juste pour le rajouter. Beaucoup critiqué, parfois même à tort. Mais bon, comme ça reste le joueur phare. Exactement. Sur ses épaules. Sur son dos, effectivement. Donc Lionel Messi. Et en troisième, pareil, le Portugal, je les voyais comme des outsiders. Et aujourd'hui, je vais plutôt les mettre dans les favoris, à la place du Brésil, dans le sens où le Portugal, ils ont une équipe, le Portugal, à tous les postes. C'est du doublé. Vraiment, le Portugal, c'est attention. Si la mayonnaise arrive à prendre, si la seule petite ou grosse interrogation, c'est même pas Cristiano Ronaldo pour moi, le Portugal, c'est le sélectionneur. Si la mayonnaise arrive à prendre avec le sélectionneur et cette jeune génération portugaise, attention. Moi, je suis d'accord, sauf que je me dis que il y a le Portugal avec Cristiano Ronaldo et le Portugal sans Cristiano Ronaldo. C'est-à-dire qu'avec Cristiano Ronaldo, ils veulent justement que ce soit, du moins ça tourne pour lui. L'équipe joue pour lui. Sans Cristiano Ronaldo, comme ça a pu être le cas le dernier match qu'ils ont fait contre le Nigeria, t'as l'impression que c'est un collectif qui joue sur le terrain. Donc c'est pour ça que je les mettrais, pour ma part en tout cas, je les ai pas mis en favori, parce que comme j'ai dit, c'est point d'interrogation Cristiano Ronaldo. Mais t'es encore persuadé que justement le Portugal joue pour Cristiano Ronaldo? Ben, je me dis que
quand je les vois jouer, en tout cas, comme quand ça a été le cas à l'Euro, la finition, c'est lui. Ça veut dire que même Bruno Fernandes, un joueur comme Bruno Fernandes, quand il y a Cristiano Ronaldo sur le terrain, quand il veut déposer un ballon vers l'avant, c'est Cristiano qui va chercher. Et je me dis que ça peut peut-être leur faire défaut si justement le bonhomme n'est pas assez performant comme il est censé l'être à ce moment-là de la saison. Donc c'est pour ça que moi c'est plus une interrogation que j'ai plutôt que de me dire que le Portugal ne vont pas être bon ou quoi. C'est plus quelle animation ils vont mettre. Est-ce qu'ils vont chercher à faire briller Cristiano Ronaldo qui lui-même sort d'un début de saison assez compliqué, qui va juste à la dernière compétition, donc qui va vouloir automatiquement briller. En plus avec toutes les déclarations. Est-ce que ça, voilà exactement. Est-ce que justement ils vont vouloir faire tourner l'équipe autour de lui, ou est-ce que ils vont se dire que bon, Cristiano Ronaldo est un élément du collectif, faisons jouer l'équipe et laissons le jeu venir à lui. Mais le connaissant, j'ai du mal à le croire. Ah ok, d'accord. Bah moi j'ai pas pensé au Portugal, j'ai pensé à une autre équipe, enfin l'équipe voisine dans mes favoris. L'Espagne ? Ouais, exactement. Ah, pardon. J'ai pensé à l'Espagne. Bah pourquoi l'Espagne ? D'ailleurs ça m'étonne que vous ayez pas mis l'Espagne. Bah moi l'Espagne je les vois plutôt en outsider, même si je pense que peu importe l'équipe qui va tomber contre l'Espagne, ça sera très très difficile pour elle, que ce soit l'Argentine, la France ou le Brésil. Vous savez, nos favoris quoi. Ouais, Parce que l'Espagne, ça sera très très difficile de jouer contre elle, donc je les voyais plutôt en outsider. Ouais. Ok, bah moi je les mets en favoris parce que je pense quand même qu'ils ont... Enfin, déjà il y a eu l'Euro 2020, bon, en 2021 où ils sont quand même arrivés demi-finalistes. C'était une petite surprise, mais on a vu quand même des joueurs très jeunes, mais quand même assez... comment dire ? Assez mature. Ouais, assez mature dans leur jeu. On va prendre l'exemple de Pedri, quand même, qui est hyper intelligent dans son jeu. Il prend toujours les bonnes décisions, il en fait jamais trop. Et lui, associé à Busquets, ça fait quand même un assez bon équilibre entre Busquets, l'expérience, le talent quand même, et Pedri, le jeune joueur arrivé, le nouveau Iniesta, comme on dit. Donc moi, je pense que ça peut faire une bonne association. Après... Si, je te soupçonne d'être un peu catalane. Parce que Pedri associé à Busquets, ok, mais j'aurais plutôt vu le Pedri associé à Rodri. Ouais. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça peut. Tout dépend ce que tu veux, en fait. Tout dépend ce que tu veux, parce que bon, Rodri, il va mettre beaucoup d'impact. C'est vrai qu'il a du ballon aussi, mais il va plus être dans l'impact que dans la finesse technique que Busquets. Du moins, il va plus être dans l'impact que Busquets va être dans la finesse technique. Donc, ça dépend ce que tu veux. Moi, je pense que ça dépend ce que tu veux. Après, Busquets, le problème, c'est qu'il prend de l'âge. Il prend de l'âge et ça se ressent clairement. Après, Busquets, je le trouve quand même... Enfin, comment dire ? Je le trouve quand même un peu plus performant en équipe d'Espagne. D'Espagne que ouais, c'est ce que j'allais dire en plus. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Je sais pas, plus à l'aise, ouais. Mais, encore une fois, après, moi, il y a une interrogation. L'Espagne, hein, c'est devant. C'est devant. Morata, Sarabia, toutes ces bandes-là, là, c'est... Cette bande. Non, mais parce que, non, j'ai pas envie de manquer de respect à qui que ce soit ou d'être méchant, mais honnêtement, pour moi, c'est pas du niveau international. C'est pas du niveau international c'est pas des joueurs qui peuvent t'emmener à aller gagner des grandes compétitions. Après, peut-être que je me trompe et ils me donneront tort lors de cette Coupe du Monde, hein. Ouais, mais comme Daniela le disait, c'est des joueurs qui sont allés en finale de l'Euro, c'est des joueurs qui sont allés en finale de la Ligue des Nations. Non, c'est vrai, c'est plus un... C'est un collectif. Un collectif, voilà, c'est un collectif, donc à voir. C'est surtout, il y a eu de nombreux joueurs qui ont été finalistes au JO qui sont dans le groupe là actuellement. Donc il y a quand même une osmose qui est présente. Ça, on peut pas... Je pense que pour le collectif, c'est ce qu'il faut. Non, bien sûr, je suis d'accord avec toi. Après, comme j'ai dit, moi, c'est... Après, j'ai hâte de voir ce que les auditeurs diront dans les commentaires, mais moi, c'est le devant où ça me pose problème. Ouais, moi, c'est devant, surtout me pose problème. Parce que pour moi, c'est pas au niveau. Honnêtement, c'est pas au niveau. Mais bon, après, peut-être que je me trompe. On aura peut-être une bonne surprise, hein, qui sait. Ouais, peut-être que Morata se mettra à marquer des buts. Ouais, ou peut-être qu'il réussira des contrôles.
Déjà, Ouais. on peut commencer par ça, c'est un bon Oui, ça début. peut être un bon début pour un attaquant, oui. Tu veux pas être méchant, mais c'est toi l'attaquant, c'est moi le défenseur, mais tu viens avec les deux pieds décollés, hein. Non, mais à un moment donné, tu sais, parfois, il y a des joueurs, tu leur donnes un ballon, en 1-2, t'as l'impression que tu leur jettes une pierre. Les gars, c'est du football, c'est simple, t'as vu? Mais il y a des joueurs qui ont plus de difficultés que d'autres, on va dire. Que d'autres, forcément, ouais, forcément. Bon, bah, en tout cas, l'Espagne, on suivra son parcours comme il faut. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires si vous voyez l'Espagne ou autre. En tout cas, si vous êtes d'accord avec nos favoris, vous mettez tout ça dans les commentaires. On va parler d'un de vos favoris, enfin le premier favori que vous m'avez sorti, l'EDF. On a vu que la liste, elle a quand même été très très remaniée par rapport à la dernière Coupe du Monde. Il y a eu des forfaits, des blessés, un blessé de taille, Karim Benzema. Donc là, c'est peut-être pas la meilleure période pour aborder cette compétition, mais bon. Est-ce que vous pensez que l'EDF peut faire une belle compétition? Pourquoi pas même un back-to-back, si on peut dire? Enfin, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Constantin. Moi, personnellement, moi, je ne pense pas. Je ne pense pas. Et quand je le dis pas simplement par rapport à la liste qui était établie, par rapport à la blessure de Karim Benzema, à la blessure de Paul Pogba, à la blessure de N'Golo Kanté. Ouais. Je le dis surtout par rapport au match de l'équipe de France que j'ai vu cet été. Ok, le contexte il était différent. Il y a la fatigue après une grosse saison. J'en disconviens pas. Mais maintenant, de ce que j'ai vu en termes de jeu, c'était pauvre. Pour moi, il y a beaucoup de ces joueurs qui n'ont pas le niveau international. Tu parlais tout à l'heure de Morata, de Sarabia, mais en équipe de France, notamment au milieu de terrain, il y a beaucoup au milieu de terrain et en défense en plus. Il y a beaucoup de joueurs qui n'ont clairement pas le niveau. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi de ce côté-là. Pas le niveau, je rajouterais même pas le niveau, mais aussi juste physiquement. Je parle de Varane qui est quand même un des piliers On sait de France de Deschamps, mais on ne sait pas où il en est physiquement. dans quel état il est effectivement. Moi, okay. Ouais, c'est vrai que c'est j'espère me tromper, hein. Franchement, j'espère me tromper, mais moi, si je peux me permettre d'intervenir, honnêtement, je dirais pas que je vais pousser un coup de gueule, mais Deschamps, moi, je lui en veux à Deschamps. Je lui en veux énormément. Dans le sens où, déjà, je trouve que son équipe, je la trouve pas trop équilibrée. Je la trouve pas trop équilibrée. Après, bien sûr, il y a eu des blessures, bien sûr il s'est passé des choses, il n'y a pas de souci. Un joueur comme par exemple Karim Benzema, parce que j'en avais parlé avec Constantin en off, un joueur comme Karim Benzema, par exemple, il n'a pas joué, ça fait un mois. La dernière fois qu'il a joué, il me semble, 25 minutes, si je me trompe pas, et il a arrêté. Il est sorti, ouais. Ouais, il est sorti. On savait, du moins on savait, on n'est pas dans les coulisses, mais on se doutait que le bonhomme ne pouvait pas être prêt. On se doutait, il a enchaîné les pépins physiques, il sort d'une grosse saison, on se doutait qu'il pouvait pas être prêt. La constitution de la liste, pour moi, a fait que Deschamps, il s'est mis dans une position où il se retrouve en difficulté. À un moment donné où pour un joueur comme Benzema, il est blessé, parce que la constitution de la liste fait qu'il est obligé de prendre un attaquant. Mais quand Benzema, il se blesse, et avec tous les attaquants, avec les autres joueurs qui sont blessés et tous les attaquants qu'il a pris là, il est coincé, il peut plus prendre personne. La preuve, il a même pas remplacé le Benzema. Ensuite, mais de toute façon, qu'il soit blessé, pas blessé, genre, c'est même pas qu'il soit blessé, pas blessé, mais une fois blessé, tu veux qu'il prenne qui? Non, mais je te dis pas le contraire. On en revient, on parle souvent du vivier qu'a la France au niveau des jeunes, mais aujourd'hui, en termes d'attaquants confirmés, qui ont le niveau international, j'en vois pas beaucoup. Ah, il y en a notamment des neufs, j'en vois pas beaucoup. Des neufs et demi, j'en vois pas beaucoup. On n'en voit pas beaucoup, mais après aussi, il faut pas mentir, Deschamps, il change pas trop. Il donne pas trop de chance à beaucoup de monde. C'est-à-dire pendant les matchs de préparation, il prend toujours les mêmes joueurs, il tourne autour des mêmes joueurs. C'est un peu light hein, quand même. On peut pas dire ça. Il a quand même pris, il a appelé Kolo Muani, il a appelé Diaby, il a appelé qui d'autre, Ben Yedder. Oui, après Ben Yedder, moi pour moi c'est bon, c'est pas contre lui, hein, mais pour moi il a pas le
je le vois pas là, passer l'étape au-dessus. Après, c'est vrai, peut-être que c'est moi, je me trompe aussi, mais c'est vrai que, comme tu dis, on parle beaucoup du vivier, mais au final, le vivier, il est pas si épais que ça. Quand on parle de joueurs confirmés, parce que il y a les joueurs qui sont bons dans leur championnat respectif, et il y a les joueurs qui vont être bons quand il va porter le maillot de l'équipe de France. Exactement. Et là, c'est un tout autre problème. Ensuite, concernant Deschamps, là où je l'en veux, c'est quand je vois que en défense, comme je disais tout à l'heure, tu mets 4 stoppers en défense. Latéral gauche, latéral droit, c'est des stoppers. Bon, dans l'axe, il n'y a pas de souci. Tu veux aller, surtout en sachant qu'au milieu de terrain, t'as pas de créateur. Qu'est-ce que tu veux faire avec cette composition-là? En fait, j'arrive pas à comprendre qu'est-ce qu'il veut faire. Ok, tu veux de la solidité parce qu'il se base sur la solidité. Mais à un moment donné, moi déjà le titre de 2018, j'ai été frustré dans le sens où, ok, il y a eu titre, mais quand tu vois l'équipe qu'il y a et le jeu proposé sur le terrain, je me dis que c'est pas possible. Oh, moi, Après, personnellement, pardon. pardon. Vas-y, je t'écoute, Daniel. rebondis. Après, Deschamps, on connaît son système, on sait qu'il a été à l'école italienne. C'est pas trop étonnant en fait de sa part. Non, c'est pas Il étonnant. changera pas. Comme on dit, le pragmatisme de Dédé. Il n'y a pas de souci. Mais moi, c'est pour ça que je parle plus de frustration personnelle. Après, il y en a d'autres qui vont être contents, simplement ils vont regarder le titre. Il y en a d'autres qui se plaisent dans d'autres footballs. J'ai rien contre ça. Mais moi, personnellement, c'est comme je me rappelle d'une interview de Samir Nasri où il disait qu'avec l'équipe qu'il y a, tu la donnes à Guardiola, c'est un autre monde. C'est sûr, c'est un autre monde, mais il n'est pas écrit, il n'est pas dit que tu gagneras la compétition. Non, il ne l'est pas dit que tu gagneras la compétition. Mais c'est pour ça que je te dis que il a gagné et j'en suis content, mais je suis frustré du jeu proposé. C'est plus le jeu proposé, c'est pas la victoire, parce que la victoire elle est belle, il y a eu des retournements de situation, l'Argentine, la Belgique, il me semble même que c'était l'Uruguay, je crois. Il y a eu des retournements de situation. Mais frustration, c'est plus de la frustration. Et au final, j'ai peur que avec avec tous ces blessés qu'il y a, j'ai peur qu'un joueur comme Kylian Mbappé il devienne une parodie. Il va vouloir tout faire. Lui qui voulait prendre des responsabilités, là, il a tout pour justement faire ce qu'il a envie de faire sur le terrain. Et j'ai peur que ça puisse poser problème. C'est pour ça que personnellement, je les mets en favori parce que c'est les tenants du titre. Et comme tu as dit tout à l'heure, n'a jamais sous-estimé le cœur d'un champion. Sous-estimé le cœur d'un champion. Mais honnêtement, je garde pas de grands espoirs vis-à-vis de. En plus, et pour te rejoindre, cette phrase, effectivement, elle est belle. Ne jamais sous-estimer le cœur d'un champion. Mais il reste combien de champions, en vrai, dans cette équipe? Ouais, c'est vrai. Ouais, pas faux. Pas faux. Et surtout que, excuse-moi de te couper, je voulais juste rebondir sur ça. J'ai vu la dernière fois des chiffres sur les dernières Coupes du Monde, le vainqueur sur la Coupe l'équipe qui a la nation qui a remporté la Coupe du Monde, sur la Coupe du Monde qui a suivi, est-ce qualifié jamais au second tour. Au second tour. Ouais. Donc, quand tu vois avec les blessés qu'il y a, tu vois la composition des champs et tu connais l'histoire du marabout de Paul Pogba, je pense que, comme on dit, hein, les jeux sont faits, la question est vite répondue, comme dirait un vieux sage. Mais là, la différence peut-être, c'est que la France, hormis le Danemark, je pense, a la chance d'arriver dans un groupe relativement faible, sans manquer de respect aux autres équipes qui sont. Ouais, mais par rapport au statut de l'équipe de France. Oui, exactement. Donc la Tunisie, on a vu ce que ça a donné face au Brésil, même si je pense que ça sera complètement différent face à l'équipe de France, parce qu'on connaît l'histoire entre les deux pays. Le Danemark, on a toujours eu du mal contre les Danois. Et les deux confrontations en Ligue des Nations, on a vu ce que ça a donné, encore une fois. Et le dernier adversaire, c'est l'Australie, un pays qu'on connaît pas vraiment. Un football qu'on connaît pas vraiment, plutôt. Donc, je pense qu'avec un peu de sérieux, logiquement, la France, elle devrait passer le premier tour. Après, advienne que pourra. Ah oui, après, si on parle du premier tour, oui. Maintenant, si en étant l'équipe de France, l'ambition, c'est de passer le premier tour, c'est quand même fort de café, on va dire.
Ouais, je suis d'accord avec toi. L'ambition, pour moi, l'ambition ne devrait pas être simplement de passer le premier tour, c'est de le passer en étant premier déjà, pour s'éviter, clairement l'Argentine en huitième de finale, si eux aussi finissent premiers de leur groupe, bien sûr. Donc l'ambition, ils vont tous nous dire que l'ambition c'est de remporter. De toute façon, c'est logique. Tu vas pas à une compétition pour dire ouais, je veux simplement passer le premier tour. Non. Ça dépend qui. Ça dépend quelle nation t'es. Si quand t'es le Qatar, par exemple, ton ambition, c'est pas de gagner la compétition, tu sais, tu vas jamais la gagner. Même si t'achètes qui tu veux, tu la gagneras pas. Donc, t'as différentes nations qui ont des perspectives différentes. Et c'est pour ça que je parle de l'équipe de France, disons, en tenant du titre avec les joueurs qu'ils ont, parce que nous, on estime qu'ils n'ont pas le niveau, mais c'est quand même des joueurs confirmés, c'est quand même des joueurs Ah professionnels. non, bien sûr. Non, mais quand j'estime qu'ils ont pas le niveau, moi-même j'ai pas leur niveau déjà pour commencer. C'est pas d'après, je le dis pas en me pensant supérieur à eux. Non, loin de là. C'est que je joue un peu au football, pas au niveau professionnel, certes, mais il y a des choses que j'arrive à analyser, que j'arrive à voir, que beaucoup arrivent à analyser, arrivent à voir. On se dit, oh, et j'en veux, sans le nommer, mais c'est l'exemple frappant qui me vient en tête, c'est Guendouzi face à Tottenham à la fin du match, Marseille-Tottenham. Sa paire de balles qui coûte le deuxième but à Marseille. Ah oui, pour moi, c'est comme j'ai dit au début, pour moi, c'est très léger au milieu. C'est très, très, très léger au milieu. Mais maintenant, ils sont là. Ils sont internationaux. C'est à eux de faire taire les critiques. Hein. Et de montrer qu'ils ont le statut pour l'équipe de France. Moi, je conclurai ce thème avec juste une phrase. L'EDF répond souvent présente lorsqu'on l'attend le moins. C'est vrai aussi. Ça rejoint ce que Constantin disait sur le cœur du champion. Voilà. Donc, on a quand même parlé pas mal de grosses nations, mais j'aimerais qu'on parle un peu des autres nations. Donc, je vous pose la question. Est-ce que vous croyez à un Sénégal 2002 ou une Corée du Sud 2002, un Ghana 2010, enfin une équipe surprise qui irait loin dans la compétition? Je sais pas moi, soyons fous, est-ce que vous voyez l'Iran aller loin dans la compétition? L'Iran Bon. Sincèrement, non. non, mais t'as raison, ça reste du football. Hein. C'est 11 hommes contre 11 hommes, donc ouais, tout est possible. Mais non, l'Iran, ça non. reste une équipe qualifiée pour la Coupe du Monde quand même. Hein. Je suis d'accord avec toi. Après, il y a les nations africaines. Et c'est ce que j'allais dire. Là, tu nous l'as fait à la Samuel Eto'o en nous annonçant l'Iran vainqueur de la Coupe du Monde. Mais moi, déjà, ce que je voulais relever concernant cette Coupe du Monde, vu que tu as parlé des nations africaines, c'est que ça va être la première fois que les 5 nations africaines sont entraînées par des entraîneurs des sélectionneurs africains. Donc déjà, c'est de leurs origines, du moins. Donc déjà, je trouve ça très bien. Ensuite, quand je vois une équipe comme le Sénégal, comment elle est composée, par exemple, je prends l'équipe du Sénégal, honnêtement, je les vois pas avoir peur de qui que ce soit. Maintenant qu'il y a la blessure de Sadio Mané, ça change beaucoup de choses. Mais de base, je me dis qu'une équipe comme le Sénégal, je dis pas qu'elle peut gagner la compétition, même si tout est possible. Mais je les voyais. Effectivement. Ils ont une équipe qui peut leur permettre d'aller loin. Après, les nations africaines en général, elles vont faire comme elles peuvent faire. Hein. Même si tout est possible dans le football, on va pas se mentir, mais on sait très bien qu'il y a d'autres équipes qui sont au-dessus d'elles. Non, moi, en termes de nations africaines, par exemple, le Sénégal, l'effectif du Sénégal et du Maroc me plaît assez. Même l'effectif du Cameroun. Je regarde les joueurs qui composent ces effectifs-là, c'est des joueurs qui, la plupart, jouent tous en Europe. C'est des joueurs dont la plupart ont joué la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, savent ce que c'est la chaleur. Parce que c'est un élément dont je trouve qu'on ne parle pas assez, même si on parle de... Après, à voir si les stades y seront climatisés ou pas, mais à combien de degrés vont jouer les matchs, certains matchs, mais
Ces équipes africaines-là, elles ont joué la CAN au Cameroun et où il faisait très chaud. C'est vrai. Donc c'est un petit avantage, je pense. Et je vois par exemple une équipe comme l'Uruguay aussi. Ouais, Quand tu, j'avais, quand je tu voulais en demandes, parler de. quand tu demandais des équipes qui sont capables d'aller loin, je vois une équipe comme l'Uruguay. Ouais, pareil. Moi aussi, je vois l'Uruguay qui peuvent Bah, créer une petite après, l'Uruguay, surprise. enfin, comment dire, vous pensez que l'Uruguay, si l'Uruguay va en quart de finale ou en demi, c'est une surprise plus que. Enfin, moi, l'Uruguay, je la qualifierais pas d'outsider, mais je la qualifierais pas non plus de favorite. De favoris, ouais. Enfin, je la mettrais entre les deux parce qu'il y a quand même un effectif avec une certaine expérience. Ils ont cette grinta que peu d'équipes ont. Et on connaît leur parcours en Coupe du Monde, donc la Coupe du Monde 2010. Et la dernière Coupe du Monde, ils sont arrivés en quart, mais il y avait quand même un beau collectif. Donc je ne la mettrais pas non plus en outsider. Non, mais je suis d'accord avec toi. Après, on sait très bien que c'est pour la plupart, ils ont pas la. Quand je dis pour la plupart, je parle des observateurs, ceux qui regardent les matchs. L'Uruguay, c'est pas une nation que tu peux regarder, tu peux voir jouer. On regarde souvent, ouais. Donc, on connaît les joueurs, on voit leur parcours en Coupe du Monde, mais on n'a pas réellement eu, du moins pour ma part, j'ai pas réellement eu une vraie idée de ce que propose l'Uruguay. Maintenant, c'est une équipe qui me donne envie de la regarder quand je vois l'effectif. Il y a aussi une équipe comme l'Angleterre que j'aimerais bien voir ce qu'ils peuvent donner, même s'ils ont l'habitude de souvent échouer. Mais bon, à la dernière Euro, ils ont fait un bon Euro, ils ont fait finale de l'Euro. J'ai envie de voir ce que ça peut donner. Je me dis qu'il y a bien un moment où cette génération, avec tous les joueurs qu'ils ont, parce qu'ils ont des bons joueurs, ils ont un bon effectif. C'est sûr. Et je me dis bien qu'il y a bien un moment où que cette équipe va réussir à passer un cap, en fait. Mais personnellement, je pense pas que ce soit durant cette Coupe du Monde-là. Je sais pas, moi, je sais pas que ça sera maintenant. En tout cas, je me dis que c'est à voir. Et il y a une équipe aussi qu'on parle pas, même s'ils sont en difficulté ces dernières années, c'est l'Allemagne. L'Allemagne. Parce que l'Allemagne, il reste l'Allemagne. Quoi qu'il arrive, l'Allemagne reste l'Allemagne. Donc, je dis pas qu'ils vont pouvoir aller au bout. Je dis pas qu'ils ont une grosse équipe. Je dis pas que, mais ça reste l'Allemagne. Donc, ça sera pour vous, ça sera une Coupe du Monde dont le vainqueur sera soit européen, soit sud-américain. Parce qu'il y a des équipes comme le Canada, comme les États-Unis qui ont fait des belles qualifications. Ah oui, après, non, c'est vrai, mais honnêtement, je les vois pas. Quand je vois des équipes comme l'Argentine, comme le Portugal, comme le Brésil, même la France, même le Sénégal, pour te dire, je vois pas le Canada ou les États-Unis être au-dessus. Pour ma part. Après, comme je dis, tout est possible dans le football, donc ça veut rien dire. 11 contre 11. Non, c'est vrai, c'est 11 contre 11. Mais dans ce cas-là, comme elle a dit, l'Iran, dans ce cas-là, ils peuvent aller au bout. Et il faudra pas rigoler quand elle le redira la prochaine fois. Non, mais après l'Iran. On pourra dire que j'ai eu raison. Non, c'est vrai. Comme il a dit, 11 contre 11. 11 contre 11, mais il y a quand même des conditions auparavant qui permettent d'être performant ou non. Et je suis pas sûr que l'Iran ait ces moyens-là, malheureusement. En tout cas, on suivra cette compétition avec attention, ça c'est sûr. Le socle, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve jeudi pour une nouvelle émission. On débriefera sur les premiers matchs de poule ensemble. Et puis voilà, les gars, c'est fini pour aujourd'hui. Merci pour cette première. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés et qui nous laisseront des commentaires pour nous dire ce qu'ils en pensent. Merci à tous. Un dernier mot ? Merci à tous. Heureux de commencer cette aventure avec vous. J'espère que ça plaira à tout le monde. Et comme l'a dit Constantin, il y aura les commentaires pour dire ce qu'ils en pensent, s'ils ont des avis à donner, s'ils ont justement d'autres équipes dont on n'a pas parlé qui veulent mettre en avant. Et à jeudi. Ok, très bien. Surtout, n'hésitez pas à partager le socle. Donnez-nous de la force. Et puis, on se dit à jeudi. C'est fort.
Allez, salut.